corrige les activités 308 et 310 du chapitre 16. On avance un peu sur le chapitre 16 et puis on verra pour faire éventuellement les exercices. Donc tout ça, c'est sur Moodle, hein. Sur Moodle, voilà, je vous ai mis un... Dans le chapitre 16, vous avez le cours, le petit résumé, les activités à faire, le petit logiciel pour faire les tracés, les montages, parce qu'on ne peut pas les faire en réel. Pour le moment, c'est pas au goût du jour. Et apparemment, même si on reprend, on n'aura pas accès aux salles de TP. Ça, c'est sûr à 100%. Donc, TP avant l'année prochaine, déjà. Ça, c'est sûr. L'exercice, on verra après. Alors, on va commencer par la page. Oui, je partage mon écran, ça va peut-être mieux. Et coucou l'astrologue. Donc voilà, je disais, voilà, dans le chapitre 16 sur Moodle, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord? Donc vous avez le cours, le résumé, les activités, le logiciel, vous cliquez dessus, vous le téléchargez. Ça ne marche qu'avec votre ordinateur, hein. Et les exercices à faire. Donc on va commencer par le 308, activité page 308. Alors c'est juste une activité sur la loi d'Ohm. Donc on va faire le montage là. En fait, on vous demande quel protocole on aurait pu faire pour vérifier la loi d'Ohm. Alors, est-ce que vous avez une idée? On va faire comme ça, et on va faire ça bien. Tac, Excel. Voilà. Alors, tout simplement, on va faire un circuit simple, d'accord, avec une résistance, et on va regarder à quelle tension, quelle est la tension au bord de la résistance et quelle est l'intensité au bord de la enfin, qui traverse la résistance. Euh, Quand on va faire varier la tension. Donc, on va commencer ici par un voltmètre, un générateur de tension classique. Ensuite, on va mettre une résistance. Donc, normalement, ça, on l'aurait fait en TP, hein. Une 10 kΩ. Tac. Ici, dans le circuit, je vous rappelle qu'on veut mesurer la quantité de courant qui circule, c'est-à-dire le, le, pour faire l'analogie avec l'eau, la quantité d'eau qui circule. Donc, on est obligé de mettre l'ampèremètre dans le circuit. Si on le met donc en série, je rappelle qu'un ampèremètre, c'est en série. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a l'intensité qui circule. Donc, ça fait 900 microampères. On va baisser un petit peu la valeur de la résistance. On va mettre une 100 ohms. Voilà. Comme ça, on a 90 milliampères, c'est bien. Et là, on veut mesurer la tension au bord de la résistance. Alors, on peut vérifier, normalement, un voltmètre, on n'a pas de résistance. Donc, théoriquement, bon, ça c'est une petite manie pour vous montrer. Normalement, si le voltmètre, l'ampèremètre, pardon, est parfait, lorsque je vais prendre la tension aux bornes là, je dois avoir autant qu'aux bornes de la résistance. Plus de la résistance. Donc là, j'avais 9 volts. J'en mesure là, j'ai 9 volts. En réalité, c'est pas le cas. En réalité, il y a une petite résistance à l'endroit là. Donc si vous prenez la tension au bord de l'ampèremètre, vous avez des chances d'avoir une tension un peu différente. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre fameux graphique U égale RI. On va regarder ce que ça donne. Donc ici, je vais prendre les valeurs de U et les valeurs de I. Donc I, je vais le mettre en milliampères et U, on va le mettre en volts. Ok, on y va. Pour U, donc pour 9 volts, on a 90 milliampères. On y va, donc je change, je mets, je sais pas moi, 2 volts, et on a 20 milliampères. Alors, qui me parle? C'est où? Là-dedans. C'est là-dedans. Ok, pas de problème. Alors, voilà, donc je disais, on va mettre les valeurs, et du coup, on va continuer comme ça. Alors, je vais pas en faire 10 000, hein, parce que de toute façon, vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Je vais refaire 5 volts. Donc 5 volts, on a bien 5, et ici, j'ai bien 50 milliampères sur mon ampèremètre. Et donc, du coup, maintenant, j'ai plus qu'à tracer ma droite. Donc là, je vais tracer, je mets en plein écran. Vous faites accueil, pardon. Non, c'est insertion. Insertion. Là, vous mettez graphique, nuage de points. Voilà. Et là, on voit que les points sont alignés. Donc, on a U en fonction de I. Alors là, le problème, c'est que là, c'est l'inverse. On a I en fonction de U. Moi, je voudrais faire l'inverse. Je ne sais plus comment on fait pour modifier. Non, c'est l'inverse. Ah, je sais plus comment on fait, non, pour inverser. Intervertir, ouais, c'est ça.
Ah non, ça va pas le faire. Alors, ah c'est chiant. Attends, attendez. On va faire autrement. Pas envie de m'embêter. On va faire comme ça. Voilà. Euh, Insertion, graphe, nuage de points. Donc là, on a bien U verticalement en fonction de I horizontalement. Et donc le truc, c'est que moi, je voudrais savoir quel est le coefficient directeur de cette droite. Et le coefficient directeur de cette droite, on fait une courbe de tendance. Il me la calcule. Et je lui demande qu'il m'affiche le coefficient, l'équation. Et là, on trouve qu'on a une pente de 0,1. Alors, une pente de 0,1. Ici, d'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une pente de 0,1? On va bien l'écrire plus gros. On peut pas l'écrire plus gros, là? Si, on peut. On a une pente de 0,1. C'est-à-dire que U, c'est 0,1 fois I. Pourquoi 0,1? Bah, tout simplement parce que ici, mon truc, il est en milliampères. D'accord? Si je le mets en ampères, ça fait 0,090. Ici, 0,020. Et ici, 0,050. Et donc, du coup, là, je passe en ampères. Et là, on a un nouveau coefficient directeur qui vaut plus 0,1, du coup, qui vaut 100. Alors, le ça, c'est juste parce que ordonné à l'origine, on s'en fout. Et donc, on a bien U égale 100 fois l'intensité en ampères. D'accord? Et U fois 100, et là, si on regarde dans mon crococlip, j'ai bien mis ici une résistance de 100 ohms. Donc la loi d'Ohm, c'est pas compliqué, hein. La loi d'Ohm, c'est ce qui était dans l'activité page 308. Elle est donnée ici dans la page 2 de votre cours, qui est là. Elle nous dit que voilà, la tension aux bornes d'une résistance est égale à la d'une résistance ou n'importe quelle chose. Hein. La tension, c'est R fois l'intensité qui traverse ce composant. En gros, à chaque fois que vous traversez un composant, que ce soit une résistance, une lampe, un moteur, je sais pas quoi, il y a une résistance interne et du coup, il va y avoir une chute de tension. En gros, la tension va chuter. Et donc, la tension de chute, bah, elle dépend de la résistance et de l'intensité qui traverse dans le circuit. Donc, la loi d'Ohm, hein, elle est extrêmement importante. C'est U égale R fois I. Avec R, c'est une résistance, ça s'écrit en ohms. I, c'est en ampères. Et la tension, c'est évidemment en volts. Donc, ça, c'est la loi d'Ohm. Ça, vous l'avez déjà vu au collège, normalement. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, non. Personne répond. Tout le monde est d'accord. Ouais, c'est pas faux. Je me demandais si vous vous rappeliez de la loi d'Ohm. Le truc, c'est que voilà, ça c'est un sujet qu'on devrait normalement faire majoritairement en TP. Comme je disais tout à l'heure, bah, on ne pourra pas refaire de TP cette année déjà. Donc il y a même de faibles chances qu'on se revoie. Si on se revoit, ça va être en coup de vent, dans une salle, tous ensemble. Enfin, c'est un beau bordel, je sais pas encore. Ah, alors, ça c'est pour la loi d'Ohm. Alors, ensuite, le point de fonctionnement. Donc ça, c'est un truc qu'ils ont mis dans le programme, je sais pas trop l'intérêt. Hein. Tout simplement, quand vous avez une résistance, je vous ai dit la tension, voilà, c'est la courbe bleue, celle que je viens de tracer. La courbe là, UPN, c'est peut-être un générateur. La courbe, elle peut très mettre dans l'autre sens. Par exemple, un générateur, plus vous allez tirer dessus, plus vous allez demander d'énergie à un générateur, plus la tension va chuter. C'est pour ça que plus vous allez lui demander d'intensité à un générateur, plus la tension va chuter. Il va pas réussir à maintenir la tension. Un bon générateur, c'est un générateur qui arrive à maintenir l'intensité, la tension quasiment tout le temps. Mais c'est pas possible. Par exemple, votre téléphone portable, votre chargeur, c'est du 5 volts, c'est très souvent. Quand vous tirez dessus, il descend un petit peu. Il reste pas à 5 volts. Il va descendre à 4, 4,5, voire moins, selon la qualité du transfo. Quand une résistance, elle va monter. Donc le point de fonctionnement, c'est, bah, par exemple, à tel moment dans le circuit, on va regarder quelle est la tension aux bornes de mon objet, de mon dipôle, et quelle est l'intensité qui le traverse. D'accord? C'est l'intensité à instant P, enfin au moment P ou à l'endroit P, et la tension à l'endroit P, qu'on appelle le point de fonctionnement.
Bon, en soi, c'est pas méga important. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est les capteurs électriques. Exemple de capteur, donc, vous devez comprendre qu'un capteur, en fait, il existe des dizaines, dans votre téléphone, il y en a des dizaines. Il y a des capteurs de température pour certains, il y a des capteurs de pression pour certains, il y a des capteurs d'accéléromètre, de vitesse, de champ magnétique, il y en a aussi dans vos téléphones, etc. C'est la boussole. Alors, par exemple, on vous en met quelques-uns. L'accéléromètre, c'est un capteur qui calcule est-ce qu'on va le faire varier, bouger. Donc là, dans votre téléphone, vous en avez plusieurs. La photodiode, souvent, vous en avez aussi sur votre téléphone. C'est ce qui permet de capter est-ce qu'il y a beaucoup ou pas de luminosité. C'est en haut de l'écran très souvent. Et en fait, ça va jouer sur la luminosité de votre écran après si vous le mettez en automatique. D'accord? Donc là, c'est un capteur. C'est pas bien compliqué en fait. C'est une résistance qui va varier en fonction de la luminosité. Plus il fait clair, plus la résistance va être faible, etc. Il existe des thermistances. Donc la thermistance, voilà, c'est ce schéma-là. Une résistance. Lorsqu'il fait plus chaud, la résistance va varier aussi. D'accord? Alors, et donc on peut tracer, par exemple, alors là, si on peut tracer ce qu'on appelle la réponse, la courbe d'étalonnage. Par exemple, une thermistance, comme celle-ci, ça ressemble à peu près à ça. Une thermistance, bah, c'est un truc qui va avoir une résistance en ohms, qui va varier en fonction de la température. Par exemple, 20 degrés, on a une résistance qui vaut 12 kg, mais plus il fait chaud, moins elle va résister. Et si on connaît le graphique là, ben, par exemple, vous mettez ça dans un four, ou dans je sais pas quoi, on va mettre dans un appareil à l'extérieur. Bah, par exemple, votre appareil à l'extérieur, imaginons comment il marche votre thermomètre numérique que vous avez sur votre téléphone ou à l'extérieur. Et ben, en fait, on va faire circuler, on va prendre un circuit classique. Attendez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Si vous voulez faire un truc qui vous affiche la température, vous dites, bon, ok, je prends un générateur, tac, je vais mettre ici ma thermistance, d'accord, et ici, je vais mettre, alors j'ai oublié de mettre l'ampèremètre, je vais mettre un ampèremètre, et ici, je vais mettre un voltmètre, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, je vais mettre ce système-là dehors. S'il fait 10 degrés, bah, je vais pouvoir mesurer la résistance. Comment je vais faire pour mesurer la résistance? Alors, soit je mets un ampèremètre, un voltmètre, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire ça. Vous pouvez directement mettre ce qu'on appelle un ohmmètre. Un ohmmètre, c'est un appareil qui mesure directement la résistance. D'accord? Mais en réalité, un ohmmètre, c'est un voltmètre et un ampèremètre intégrés, simplement. Donc, on va mesurer la résistance. Par exemple, je vais dire, OK, bah, on mesure une résistance de, je sais pas moi, 8000 ohms à cet instant-là. Et donc, moi, vu que mon logiciel, derrière, j'ai un système électronique derrière, qui va dire, bah, OK, 8000, ça correspond à, il est en mémoire le graphique là, et il sait que 8000, ça va être 30 degrés. Donc, il va vous afficher en sortie 30 degrés. Et donc, dans un four, c'est exactement la même chose. Dans un four, vous avez une résistance qui est comme ça cachée dans votre four, à un endroit précis. Et plus le four sera chaud, plus la résistance va être faible. Et vu que les fabricants, ils connaissent la réponse de la résistance à la température, et ben en fait, ça va pouvoir mesurer la température. En gros, on mesure pas une température, on mesure une résistance qui va varier en fonction de la température. Vu qu'on connaît le graphique qui permet de relier les deux, bon, on peut relier afficher la température. En fait, votre capteur, il mesure pas la température, il mesure la résistance. À partir de là, on peut calculer la température. C'est valable pour plein de choses, hein. Tous les trucs de luminosité que vous avez dans votre téléphone, etc., ça marche sous ce principe-là. Some question? Non? Non, c'est bon? Ok. Alors, on y va pour l'activité page 310. Allez, je vais vous faire l'accent chantant pour que vous essayiez d'être un peu plus intéressé par le truc. Alors, voici donc le schéma modélisant le circuit électrique de la lampe en mode économique. Alors, je reprends mon accent classique, c'est-à-dire vosgien. Alors, ici, c'est les lampes classiques, d'accord? Les lampes de rando, quand vous faites une rando, vous avez des lampes frontales, ce qu'on appelle une frontale. Et sur les lampes, on a différents modes de fonctionnement. Mode puissant, mode pas puissant. Alors, on vous dit, voilà, pour représenter une tension, en fait, on fait une flèche. En gros, on va regarder quelle est la différence. Parce que je vous ai dit, une tension, c'est un peu comme une altitude.
Donc si je veux mesurer la tension entre B et A, il faut que je dise bah, quelle est la hauteur entre A et B. D'accord? Donc la tension U à B, je vais la noter avec une flèche allant de B vers A. Et là, c'est là le piège. En fait, il faut bien se rappeler que la flèche elle va vers le A, vers la première lettre. Alors là, ils sont gentils, mais ça, c'est ce qu'on appelle la convention récepteur. Ils n'en ont pas parlé. Par contre, pour un générateur, ce serait l'inverse. Mais on ne rentre pas dans le détail, c'est pas grave. Et donc, sur un voltmètre, on va brancher le point d'après sur le COM, le point moins sur le COM et le point plus sur le V. D'accord? Sur un voltmètre. Alors, c'est super chiant ce chapitre-là parce que si vous manipulez pas, vous avez du mal à voir ce que c'est. C'est ça qui est pas cool. Donc ça, c'est le schéma de la diode. On va le refaire vite fait après sur Crococlip. La loi des nœuds, elle dit, bah, on l'a déjà vu, la somme des courants qui arrive dans un nœud, elle est égale à la somme des courants qui repart de ce nœud. Donc je vous rappelle, hein, tout simplement. On fait une page blanche là-dessus, je sais même pas. Oui, non, comme ça. Voilà. Si vous avez ici, je sais pas moi, 2 ampères qui arrivent sur un nœud et qu'il y a 2 circuits qui partent, ou bah, par exemple, même 3 circuits. Ici, si on a 1 ampère, ici, si on a 0,5, ça veut dire qu'ici, on aura forcément 0,5. Parce que la somme des 3 doit être égale à 2. D'accord? C'est logique, hein. Je veux dire, c'est comme si vous rentrez dans le lycée, vous vous dispatchez, vous êtes toujours 36 dans la classe, ou que vous ayez, vous êtes toujours 36. D'accord? Bah là, c'est pareil. Si l'intensité du courant est de 2 ampères à l'entrée du croisement, elle sera à la fin aussi de 2 ampères. D'accord? Quand ils vont se regrouper. Ce qu'on appelle la loi des nœuds. D'accord? Alors, on disait donc, voilà, donc ça c'est la loi des nœuds, c'est le troisième document qui vous donnait dans le livre. Le quatrième document, c'est la loi des mailles qui dit que dans un circuit, lorsqu'on peut faire une boucle, la somme de toutes les tensions dans cette boucle, c'est égal à 0. D'accord? Alors, on y va, on prend ce schéma. On va faire une capture. Ah, je crois que je peux le faire avec le truc qui transmet directement. Non, je sais plus. Je crois qu'il y avait un truc qui pouvait le faire directement. Je sais plus. On y va. Voilà, on va mettre le truc là. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Alors, biblio manuel, lève là. Alors, première question, reproduire le schéma du document avec l'interrupteur fermé simulant le mode forte puissance de la lampe. Réfléchir l'intensité 3 du courant qui passe par l'interrupteur K2. Alors, on y va. Non, on va pas faire comme ça. Attendez, on va faire comme ça. Donc ici, si je ferme l'interrupteur, hein, ici, on ferme l'interrupteur. Ça fait un truc fermé. Et donc, le courant qui va circuler, c'est I3. D'accord? On va mettre là. Il vous demande quoi ensuite? Ok, schématiser la maille APNCBA, tracer les flèches tension UPA, UNP, etc. Alors on a dit APNCBA. Donc APNCBA, cette maille-là. D'accord? Donc la maille-là, il vous demande quoi? De la schématiser. Ok. Donc la maille, elle est comme ça. D'accord? Avec A ici. Alors là, bon, K1, on s'en fout. Un interrupteur, il n'y a pas de chute de tension, donc on n'a même pas besoin de le mettre, c'est comme un fil. Ici, on a notre diode. Donc, on met les flèches pour dire qu'elle émet de la lumière lorsque le courant passe. D'accord? On met notre résistance R2. Et c'est fini. D'accord? Et on vous demande le point N et le point C. Donc, U et N, C, et le point B, il est là. Alors, la tension, on a dit, là, on a U. Alors, c'est quoi? C'est B ou BC? C'est B ou BC? Bon, vous répondez pas, c'est UBC. Là, on a UAB. Ouais. Et du coup, là, on a UPN. Alors, UPN, c'est un générateur, donc le problème, c'est que c'est dans l'autre sens. Donc, ça va être UPN comme ça. Alors, ça va pas changer grand-chose. Enfin, ça change rien, oui. Plutôt une note comme ça change rien. Mais j'aurais dû dire, j'en dis pas plus. Faut compliquer la tâche. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que UPN, après la loi des mailles, plus
AB plus UBC est égal à 0. D'accord? Et c'est logique, si là, votre pompe, puisque votre générateur, c'est comme une pompe, il a monté l'eau d'en bas, c'est-à-dire à 0 volts, en haut, donc là, je sais pas, il vous précise pas, mais imaginons que ce soit 9 volts, et ben, si vous êtes à 9 volts là, vous allez redescendre les deux. Donc la somme des deux chutes va être égale à la somme de la montée. D'accord? C'est logique, dans ce circuit-là. C'est la loi des mailles qui nous dit ça. Et maintenant, ils vous disent, ah, putain, il est là. Schématiser la baille CBEDC. Tracer les flèches de tension UBC, etc. UCBEDC, voilà, c'est là. Donc on va reschématiser ça. UCBEDC. C'est vraiment pas pratique de faire ce truc-là, mais bon. Donc on a B, E, R3, R2, C, et D. Alors U, ça c'est U. On y va. U quoi? UED. On est d'accord, c'est toujours UED. Ici, on va avoir UBC. Là, on va avoir, on met dans le sens que vous voulez, UBE. Et là, ici, on va avoir UCD. Je vous demande quoi, eux? Fonction de UBC, UEB, UDE. Ouais, j'ai peut-être fait l'inverse, non? UEB, alors, oui, alors, du coup, si là, on a UB dans ce sens-là, là, on a UEB dans ce sens-là. Et là, on va avoir UDC. Et je crois que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent UCD. Donc, en fait, il faut s'arranger pour que les flèches soient toutes dans le même sens. D'accord? UDE. Donc, c'est celle-ci, elle va pas. Pour que ça marche, le déma, il faut que tout soit dans le même sens. Là, c'est un peu le bordel. Hein. Je vais effacer quelques trucs. Tout mettre les flèches dans le même sens. Donc, on va s'occuper des flèches dans le même sens. Donc là, si je suis parti dans ce sens-là, je suis parti du bas en haut, je vais faire comme ça. D'accord? Pour pouvoir écrire la loi des mailles. Donc, du coup, ici, on voit qu'il y a celle-ci qui va. Donc là, ça va être U, D, E. Et donc là, qu'est-ce qu'on en déduit? U, B, C, plus U, B, EB, pardon. B, plus U, D, E, plus U, C, D égale 0. Alors, bon, déjà, il y a un truc qui simplifie, c'est qu'on voit que U, là, c'est un fil, et là, c'est un fil, donc il n'y a pas de chute de tension. D'accord? Donc, UDC, UTD, pardon, et UEB, c'est égal à 0. D'accord? Donc, on en conclut que la tension borne de BC, c'est la même que la tension borne de là. C'est logique. Alors, écrire la loi des mailles dans le truc, donc ça, on l'a fait. Ce qui fait que les deux propositions obtenues peuvent s'écrire sous la forme UBC égale UPN moins UAB. Alors, UBC, pour rappel, c'est pas pratique. UBC, c'est la tension là. La tension là, c'est bien la tension totale là, moins la tension là. D'accord? Dans la maille là, dans la petite maille là. Cette tension ici, là, UBC, c'est bien UPN, la tension totale, moins UAB. Donc, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc, on trouve bien la formule là. Et dans le cas là, est-ce que j'en suis ici, là, d'accord? J'en suis là. Si on simplifie, on écrit que UBC plus U. Oula. Ah, ça y est, il commence à ramer le truc. Oh! Quand j'écris trop sur son corée, ça. Je sais pas pourquoi, ça, il aime pas, il rame. Alors, UBC plus UDE égale 0. D'accord? Et donc, du coup, on en conclut que UBC est égal à moins UDE. Et donc, je crois que c'est ça qu'il demandait. Il a mis UED. Donc, vu que UDE c'est moins UED, ça fait UED. Voilà. Identifier les deux nœuds du circuit, puis écrire la loi des nœuds sous la forme d'une relation mathématique pour l'un de ces deux nœuds. Dans le montage réel, si K est fermé, la tension P est très peu. K2 c'est ouvert ou fermé. Sachant que UED égale 1. Alors, on y va. Alors, ici, on a
un nœud ici, d'accord, en B, et un nœud ici en D. Donc I1, c'est ce qui arrive, est égal à I2 plus I3. D'accord? Toute l'intensité qui arrive ici est répartie dans les deux branches. Une partie qui va dans la branche avec la résistance R2, une partie qui va dans la branche avec la résistance R3. Ouais? Je vais effacer tout ça. Alors, il vous demande quoi? Dans le montage réel, si K1 est fermé, les tensions UPN, UAB et UBC, ainsi que l'intensité I bleu du courant varie très peu, alors que K2 est ouvert ou fermé, sachant que UED égale R3 fois I3, d'après la loi d'Ohm, indiquée l'évolution intensité. Alors, c'est I3 du courant, c'est K2. Alors, on y va. C'est quoi la question? Ouais. Alors, donc on disait, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le circuit. Ici, quand vous allez fermer, on vous dit ici, que lorsque vous fermez K1, que cet interrupteur-là soit ouvert ou fermé, en fait, I2, ça ne change pas. Donc déjà, on peut calculer l'intensité I2. Par exemple, ici, si on a une résistance, alors on va prendre l'exemple, le mieux c'est de faire le schéma avec Crocodile Clip. Alors, on efface tout, miam, voilà. Donc on va faire le schéma, l'interrupteur, tac, on va mettre une LED, ici. Allez, rouge, vert, allez, rouge. C'est des fous. Une résistance R2. La résistance, on va mettre voilà, une 100 ohms, ça sera largement suffisant. J'espère que ça va pas claquer là. On verra si ça fait fumer la LED, c'est pas grave. On va mettre ici un autre interrupteur, à cet endroit-là, d'accord. Et ensuite c'est parti, une autre résistance. Alors, on peut mettre une autre résistance d'intensité différente, on peut mettre 50, on peut obligé de mettre la même. Hein. 50 ohms, voilà. On va la mettre ici. Et on relie tout ça. Donc là, on a bien notre point B qui est ici. On a D ici. Alors, je vais essayer de faire pareil. Tac. 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 Ah, ouais, bah ça, je m'en doutais. Alors, pourquoi ça explose? Parce qu'en fait, il y a trop d'intensité. Attention, l'intensité, elle est trop forte. Mais on peut mettre normalement... je suis dans quoi? Voilà. Hop. Donc là, la lampe s'allume, pas de problème. Alors, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être monter un petit peu là. Mettre 1000 ohms. Voilà. Donc 1000 ohms, elle s'allume faiblement. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on vous dit que si on ferme l'interrupteur, ici, on voit que les 1000 ohms ne changent pas. Alors, je vais mettre pas les 1000 ohms, je vais vous mettre le courant. Alors, pour mettre le courant, hein, toujours pareil, on va mettre un ampère-mètre. Sauf que l'ampère-mètre, rappelez-vous, il faut toujours le mettre en série. Donc, je vais juste faire un trou là, là et là. Et on va mettre un ampère-mètre ici. Alors là, il va mesurer un truc négatif, mais c'est pas grave. Un ici. Et un ici. Bon, ils vont tous être en négatif, mais c'est pas grave du tout. D'accord? Enfin, on s'occupe pas du moins. D'accord? Regardez ici, voilà. Donc là, on a 3,13 mA qui circulent dans ma lampe. Lorsque je ferme, ici, on voit que ça a quasiment pas bougé. On est descendu à 3,10. C'est ce qu'ils disaient dans la vidéo. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que l'intensité totale du circuit, elle était 3,13 parce que là, tout passait dans le circuit là. Lorsque je fais ça, je ferme. Ici, l'intensité, il y a besoin d'intensité pour faire circuler le courant là. Une partie d'intensité passe dans le courant là. Donc là, la pile, elle va générer plus de courant pour pouvoir alimenter les deux branches. Et du coup, comme elle génère plus de courant pour alimenter les deux branches, on voit qu'ici, la lampe, elle s'allume plus fort lorsque je ferme l'interrupteur là. D'accord? Et on voit que la somme des deux, du coup, on a 3,10 et 6,21, on retrouve le 9,31. Donc la somme de ça plus ça. D'accord? Par contre, on voit bien que ça, là, ici, l'intensité dans la branche là, varie très peu. On passe de 3,10 à 3,13. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils disent eux? Dans le montage réel, si K1 est fermé, nana, sachant que UD égale R3 fois I3 d'après la loi d'Ohm indiquait l'évolution de l'intensité
I3 du courant lorsque l'on ferme l'interrupteur K2. Bah, I3, du coup, qu'est-ce qu'ils veulent? Attends, une question. Ah bah ça, on te demande pas de comprendre ça. On te demande pas, c'est pas votre programme. En fait, il faut calculer la résistance variable. La résistance, faire des formules un peu plus compliquées, mais l'année, on vous le dira, d'accord? On n'a pas besoin de faire de calcul là-dessus. C'est juste savoir la loi d'Ohm, mais c'est tout. D'accord? Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Alors, ok, alors du coup, là, bah, il vous demande l'intensité en I3. Donc, bah, I3, tout simplement, comment on varie l'intensité en I3? Bah, si I3, ici, elle vaut 0, lorsque vous fermez l'interrupteur, forcément, l'intensité va augmenter. Et l'intensité I3, elle va valoir l'intensité totale moins l'intensité I2 qui, normalement, ne varie peu. D'accord? Et ça va dépendre, évidemment, de la résistance, hein. Si ici, je mets une résistance de 1000, on voit que là, ouh là là, il y a eu un bug. On voit que là, les deux ont la même intensité 3, 11. Et du coup, ça varie encore moins. Je sais pas ce qui lui arrive là, mais il a pas aimé. Moi, j'ai un double circuit. Alors, il vous posait quoi comme question? C'est ça, l'évolution I3 lorsqu'on ferme l'interrupteur. Bah, I3, c'est égal à... Elle passe de 0 à l'intensité I3 circulant dans la branche, et I3, ça vaut l'intensité totale moins I2. Alors, la puissance lumineuse émise par une diode électroluminescente est proportionnelle à la puissance électrique. Donc, c'est U à B égale... Enfin, c'est pardon, c'est U fois I. Expliquez pourquoi la DEL brille plus fortement lorsque l'interrupteur K1 et K2 sont fermés. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, on va reprendre le schéma sur son Corée. Ici, lorsque vous fermez le circuit, l'intensité ici, elle va augmenter. D'accord? Et donc, du coup, au niveau de la LED, vu que la puissance c'est U fois I, U sera toujours le même, hein. U ici, c'est toujours la même. U, donc là, c'est U à B. Donc, U à B ne varie pas. Donc, ce truc-là va pas changer. Ça, c'est constant. Mais par contre, ça va augmenter. Donc, si ça augmente, la puissance de la lampe va augmenter aussi. D'accord? Bon, je sais que c'est pas le meilleur chapitre de l'année. En plus, le faire sans manip, c'est pas évident non plus. C'est pas cool, mais bon, on n'a pas le choix. Et on avait dit donc, bon, on peut faire le 16, page 320. On fait juste un exo ou deux. Ok, tant mieux. Alors, le 16, page 320. J'ai une bonne nouvelle aussi, j'ai oublié de vous dire. J'ai demandé à Madame Georgel et Madame Barrier, j'ai le droit de vous noter. Donc les notes apparaîtront bien dans le conseil, pour le conseil et pour les bulletins. Je suis content, hein? Ah oui, vous êtes content. Donc il y aura un nouveau contrôle, bientôt. Ouais, bah ouais, mais il y en a qui avaient des doutes. Il compte, c'est dommage. Il compte pour les secondes, mais il compte pas pour les premières et les terminales. Pour les secondes, il compte. Vous ne passez pas le bac cette année. Eh oui, Olali. Alors, je disais donc, les exercices. On va faire celui-là. Donc, il vous demande de schématiser le circuit électrique ci-dessus. Il y a un truc, je crois, sur son Corée pour faire. Attendez, mode bureau. Je crois qu'il y a un truc pour faire un copier-coller là-dedans. Ouais, c'est ça. Capturer une partie de l'écran. Voilà. Nouvelle page. Oh, c'est lent. Voilà. Alors, il va. Donc, les élèves réalisent un circuit électrique comportant une pile, une lampe, un interrupteur fermé, un voltmètre. Ça, c'est le petit truc que vous avez fait. Normalement, le petit montage que vous avez fait au collège, quand vous étiez en quatrième. Je vous rappelle les souvenirs. Donc, schématiser le schéma électrique ci-dessus. Alors déjà, un schéma électrique, il faut toujours partir. Donc là, on part de la pile. La pile, je vous rappelle que le petit côté, là, le rouge, c'est le plus. Donc le plus, il est là. On va suivre le circuit. On sort de la pile, on va dans la lampe. Donc déjà, on a le plus ici, là. On va mettre notre lampe. On schématise comme ça.
D'accord? Ensuite, le courant, il sort de la lampe, il va à l'interrupteur. Vu que la lampe est allumée, l'interrupteur est fermé, puisque je vous rappelle qu'un interrupteur fermé, c'est-à-dire que la porte, que le pont est fermé, donc le courant peut passer, contrairement à ce qu'on pense. Et ici, le courant il sort et revient au moins. Donc ici, on revient au moins. On a oublié la partie qui est là, et la partie qui est là, bah, ça s'appelle un voltmètre. On est bien relié ici en mode volt, on voit pas grand-chose, mais bon, ça se voit. Et donc le voltmètre, lui, mesure la tension aux bornes de ma pile. Ici, avec ici la borne COM du voltmètre et ici la borne V du voltmètre. V parce qu'il va du côté du plus et COM parce qu'il va du côté du moins de la pile. Ok? Indiquer comment mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe, bah, c'est pas bien compliqué, on a déjà dit 10 fois. Vu que c'est une intensité, c'est une quantité d'électrons qui passent dans le fil, donc on va mettre ici un ampère-mètre. Et l'ampère-mètre, on va mettre ici le moins du côté, on va mettre le COM de l'ampère-mètre du côté du moins. Et ici, on va mettre, alors, soit on met le A, soit on met le MA. Ça dépend de l'intensité de la pile, etc. Là, on aurait pu mettre du milliampère. Hein. Ça doit pas être. En fait, les calibres, je vous rappelle, bon, quand on manipulera, si on manipule un jour, on peut jouer sur les calibres du voltmètre et il faut toujours commencer par le plus gros. Parce que si vous dépassez trop le calibre, vous pouvez fumer le voltmètre. C'est-à-dire que le fusible, il va cramer, puis il faut qu'on change le fusible. Ce qu'on fait couramment plusieurs fois par an avec vous, quand on fait de l'électronique. Donc ça, c'était le 16. Donc vous voyez que c'est pas bien violent. Hein. Et il y avait le 19. Donc le 19, on va chercher une tension inconnue. Alors là, on va recommencer sur Sancoré. Mode bureau. On va prélever le truc là. Voilà. Donc ici, on va mesurer la tension. Alors, on a ici la tension UAB qui vaut 2 volts. Donc ça, c'est ça, ça vaut 2 volts. Et ici, UBC, ça vaut 1,2 volts. Donc UBC ici, ça vaut 1,2 volts. D'accord? Et UCD qui vaut moins 4 volts. Donc je vous rappelle hein, que si on fait la somme des 4 trucs, on doit avoir. Parce que là, on voit que les flèches, elles vont toutes dans le même sens. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à mettre des flèches dessus. Ici, on voit que les flèches, elles font bien une boucle. Donc c'est bon, c'est dans le sens là. Donc UAB plus UDA plus UCD plus UBC est égal à 0. Ça, c'est la loi des mailles. D'accord? Donc on y va, bah, on n'a plus qu'à remplacer. Hein. Ça, je crois que même mon fils de 4 ans, il peut le faire. Enfin, il n'a pas 4 ans, il a 6 ans, mais c'est pas grave. 2 plus alors, UBC, il est ici, il vaut 1,2. On remplace. D'accord? UCD, ici, UCD, il vaut moins 4. Donc on met moins 4. D'accord? On cherche UDA. Et ça, on sait que ça vaut 0. Et on y va. Bon, je vous trouve la musique des chiffres et des lettres. Où je la trouve. Alors, combien vaut UDA? Alors. Le premier album, le compte est bon. Et je vous mets les chiffres et les lettres. Allez. Vous partagez l'audio ou pas? Je sais plus. Non. C'est pas le chiffre et les lettres, ça. Oh là là. C'est nul, ça. Oh, je suis désolé, je trouve pas la musique. Bon, vous en êtes tout. Vous avez trouvé ou pas? Bon, c'est pas grave. Alors, personne ne trouve? C'est pas compliqué quand même. Là, on a 2 plus 1,2, ça fait 3,2, moins 4, donc il fait 0,8 volts pour UDA. C'est dur. Bah, je cherche la musique des chiffres et des lettres, vous n'arrivez pas à bosser.
Allez, on est reparti pour un tour. Allez, qui va gagner ce coup-ci? Allez, c'est parti. Alors là, on dit UAB 4,5 volts. Plus UBC 3,2. Donc je remplace. Alors attention, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas de petit piège. Mais c'est bien UBC, donc pas de problème. UAD 2,5. Ah, les petits vicieux. Regardez. Là, ils ont mis UAD et pas UDA. Ah, ah. Donc du coup, il faut mettre un moins. Et UCD, on le cherche. Allez, combien ça fait tout ça? Allez, 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 on trouve. Je vous demande UCD. Alors, ils demandent UCD, hein, donc c'est bon. UCD, on voit que ce sera déjà un truc négatif. Alors, ça fait combien tout ça? Voilà, moins 5,2. Effectivement, parce que là, on voit que 4,5 plus 3,2, ça fait 7,7. Moins 2,5 plus UCD égale 0. Donc, on voit que ça fait 5, donc, 5,2 plus UCD égale 0. Donc, UCD est égal à moins 5,2 volts. Bingo. Et le dernier pour la route. Je pense qu'on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Sur votre dose électronique. On en fera la semaine prochaine. Alors, t'as déjà fait le calcul? Bah oui. Alors, on y va. UAB, donc on y va, on remplace 1,5 plus UBC ici qui vaut 0,75. Alors là, ils ont compliqué un chouïa. Ils ont mis des millivolts. Alors du coup, UCD, il est dans le bon sens, mais c'est des millivolts. Faut pas oublier de le mettre en volts. Ça fait 0,513. Et donc, on vous demande UDA. Donc, c'est un truc négatif, forcément. Il faut faire la somme des trois. Je sais pas combien ça fait, ça. Ça fait 2,013, 2,763. Pardon, moins. Donc, UDA, c'est bien moins 2,763, si je ne me trompe pas. Ça fait 2,013 et 2,013 plus 0,75, ça fait ça. Donc là, c'est égal à UDA. Ok? Bon, là, il n'y a rien de très trop compliqué là-dessus, hein. La loi des mailles, je vous rappelle, il faut que les flèches soient dans le même sens. Et quand vous mettez les flèches toutes dans le même sens, elles doivent être égales à 0 lorsque vous faites la somme. Il faut qu'elles soient dans le même sens, hein, sinon il y a une histoire de moins qui intervient. Donc méfiez-vous. Oui, c'est bon. Des questions là-dessus? Donc, hein, la loi. Oui, des questions ou non, pas de questions? Non, pas de questions. Ok. Donc là, je vous rappelle, hein, il n'y a pas grand-chose au chapitre là à savoir. Résumé, la loi des nœuds. Oula. La loi des nœuds, donc là, c'est quand vous avez une intensité qui arrive dans un point, bah, c'est égal à ce qui en ressort. Donc I1, I2, I3. Donc I1, c'est égal à I2 plus I3. C'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Ça s'appelle un nœud puisque c'est là qu'il y a un sur lit. Il y a la loi des mailles qu'on vient de voir. Donc la loi des mailles, quand vous avez une maille fermée, bah, la tension là, plus la tension là, plus la tension là, plus la tension là, c'est égal à 0. Donc U1 plus, etc. est égal à 0. D'accord? Quand vous suivez les flèches. Attention, hein. Et la dernière chose, bah, la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle nous dit que la tension est égale à R fois l'intensité qui traverse un truc. Avec la tension en volts, R en ohm et I en ampères. On est bon? On s'arrête là-dessus?
On se revoit la semaine prochaine. On terminera ça, on corrigera les exos. Et puis d'ici là, je vais essayer de préparer votre petit contrôle. Un bon petit contrôle, pas piqué des verres. Un petit truc qui fait bien plaisir. Comme d'habitude, avec zéro gruge. Parce que je vais faire des petits calculs. Ouais, je sais, vous adorez ça. Pas de questions, tout le monde va bien sinon? Ah oui, c'est férié lundi. Oh oui, bon, on fera pas ça lundi. C'est ça mercredi? Ça vous va mercredi? Attendez, mercredi ou jeudi? Non, peut-être jeudi plutôt. Jeudi 14h, parce que mercredi j'aurai mes enfants et je sais pas si on va peut-être reprendre l'école, donc c'est le bordel. Jeudi? Oh bon bah mercredi, c'est pas grave, ils viendront m'embêter, écoute. Pas comme ça. Donc mercredi, 14h, j'envoie le mail tout le monde, là tout de suite, avant que j'oublie. Messagerie, seconde 1, prochain cours. Voilà, prochain cours. Et donc on a dit mercredi 14h. Mercredi, 14h. Voilà, ça c'est envoyé. Voilà pour tout le monde. J'en étais où? Tac. Ouais, on verra. Bon, on fait comme ça. Je vous souhaite une bonne journée. Reposez-vous bien, faites attention à vous, pas de bêtises. Et à bientôt.